Notre séance habituellement se déroule en 2 temps. Il y a une forme de conversation avec l'invité, Brigitte Hérault, qui va parler de son livre et de son chemin de femme. Et puis ensuite, il y a évidemment un échange avec les personnes qui sont dans la salle avec l'invité. Je vais m'arrêter là et je vais passer tout de suite la parole à Stéphane, donc, qui va en dire plus. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'Institut Kervégan est heureux de vous accueillir, Madame Hérault, dans le cadre des rencontres questions publiques, comme ça a été dit, avec nos partenaires, le Conseil de développement, le CCO et la revue Place Publique, avec qui nous nous sommes rapprochés pour mieux coordonner et enrichir nos activités. Nous remercions le lycée Nelson Mandela qui nous accueille dans ce bel auditorium également. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans le cadre du programme de réflexion prospective que nous menons. Notre laboratoire d'idées ancré dans son territoire s'intéresse tout particulièrement aux questions liées à l'exercice de la démocratie et plus particulièrement à l'enjeu de mieux associer les citoyens, notamment les plus jeunes, pour recréer un nouveau climat de confiance. Votre livre, Un chemin de femme, nous montre combien vous êtes engagé et investi dans la vie associative et la culture. Cela malgré certaines pesanteurs idéologiques et un climat assez sexiste que vous y décrivez. Au travers de votre ouvrage, nous découvrons votre parcours atypique de 50 ans de vie politique et associative. En tant qu'élue, mais aussi en tant qu'épouse du plus jeune conseiller général de France, puis maire de Saint-Herblain, puis de Nantes, devenu Premier ministre, puis ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Vous nous apportez un décodage riche et précis de l'exercice du pouvoir dans la vie politique française. Ce soir, nous sommes particulièrement intéressés de connaître votre vision de cette vie politique, mais aussi, au travers de votre engagement vers la jeunesse, comment nous pourrions davantage impliquer les plus jeunes dans l'exercice d'une démocratie retrouvée et enrichie. Bien. Oui, vous m'entendez? Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir gagné cet auditorium Brigitte Engerer. On s'était dit, lorsqu'on a préparé la rencontre, qui était à l'initiative, comme Stéphane l'a dit, de l'Institut Kervégan, on s'était dit que ce serait pas mal pour quelqu'un qui a été professeur longtemps d'être dans un établissement d'enseignement public, et en l'occurrence le beau lycée Nelson Mandela de l'île de Nantes. Donc on va commencer cet échange. Comme Philippe Audic le disait, il y aura ensuite les questions de la salle à Madame Hérault. On va démarrer. Alors le livre est sorti un peu avant l'été. Il est sorti au printemps dernier. Et on a vous racontez au début ce qui est... alors c'est peut-être... je ne sais pas, j'allais dire pour les plus jeunes, mais il y en a quelques-uns dans la salle, vous racontez un parcours qui correspond à une époque. On parle du MRJC, de votre naissance à Maulévrier. On est dans la Vendée militaire, et il y a quelqu'un dans la salle qui me rappelait ça. Je regardais le nom des rues à Maulévrier. Il y a la rue Stofflet, par exemple, célèbre général royaliste qui a mal fini. Il y a la rue du capitaine Pierre Bibard aussi, j'ai vu, qui est un autre officier comme ça de la Vendée militaire. Enfin, et puis la rue René Tonnelet, qui était un proche de Stofflet. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre naissance et puis de ces premières années à Maulévrier, puis aussi de l'éducation jusqu'au moment où on arrive au MRJC, au mouvement rural de jeunesse chrétienne? Merci donc de bien vouloir m'accueillir dans ce lieu effectivement extrêmement prestigieux. Merci à vous donc de me donner l'opportunité de parler de ce livre. D'abord ma jeunesse, donc effectivement, elle est assez particulière puisque, comme vous le dites, elle prend racine dans ces Mauges rurales. Je ne sais pas si tout le monde situe à peu près Maulévrier. C'est au sud de Cholet, donc à la limite de la Vendée et des Deux-Sèvres. Et c'est effectivement le cœur de la Vendée militaire. Vous parlez d'une rue Stofflet. Il y a non seulement la rue, mais il y a carrément une pierre mémoriale en plein centre-bourg. Cette origine donc, qui est très prégnante du catholicisme
rural m'a façonné en bien et en mal. Il a fallu que je prenne parfois quelques distances par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, mais malgré tout, c'est une jeunesse heureuse. Je suis issue d'une famille très modeste. Mon père était petit agriculteur, non propriétaire de sa terre. On a connu les fins de mois difficiles, sans avoir jamais faim, parce que dans l'agriculture, on est autosuffisant. Mais c'était une jeunesse qui a été heureuse, mais avec quand même beaucoup de lacunes au niveau culturel, et ça, j'en ai souffert énormément. J'ai fait mes études primaires dans une petite école catholique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça pratiquement. Il y avait une école publique, mais qui n'était, au moment où j'étais moi dans l'école privée, fréquentée que par 3 à 5 enfants. Alors vous voyez, c'était effectivement considéré comme l'école du diable. Et il y avait la guerre entre l'école privée et l'école publique. Jeunesse donc heureuse, d'une famille très grande. On retrouvait tous les cousins, cousines le dimanche qui venaient, parce que mes parents cohabitaient avec mon grand-père paternel. Et c'était des grandes familles de 10 enfants. Et chacun de ces enfants avait au moins 5 enfants. Donc j'avais énormément de cousins, cousines qui étaient toujours là le dimanche. Et c'était pour moi un moment vraiment de fête que ces retrouvailles tous les dimanches avec les cousins, cousines. Et j'en garderai toute ma vie un attachement très profond à la famille comme étant une base d'équilibre essentielle. Et je n'aurai de cesse de aussi consolider ces relations familiales, élargies bien sûr, comme je viens de le dire, mais aussi au sein de notre propre famille. J'aurais dû normalement, après cette période de primaire, aller faire mes études dans un collège catholique encore, et rester et faire après un CAP. J'étais programmée pour ça en tant que fille de paysan. En fait, il n'y avait pas d'autre alternative pratiquement. Et il y a la religieuse qui m'avait encadrée donc, au niveau du CM2, est venue par 3 fois dans la ferme de mes parents essayer de les convaincre de me mettre dans un lycée catholique évidemment, mais pour que je puisse poursuivre des études secondaires, parce qu'elle voyait quelques capacités. Et mes parents n'étaient pas du tout d'accord au départ, parce que pour eux, je devais effectivement rentrer le plus vite possible dans la vie active, afin d'être une bouche de moins à nourrir, quoi. Et finalement, cette religieuse a eu gain de cause, et j'ai fait tout mon secondaire à la salle de Vier, dans la congrégation des sœurs de la salle de Vier. Donc, c'était un petit peu difficile, parce que ces religieuses étaient extrêmement exigeantes au niveau de la discipline, de la morale, etc. Et moi, j'arrivais un peu avec un tempérament un peu fougueux, et j'ai dû me plier à cette discipline, et ça a été un moment un peu difficile pour moi. J'ai senti comme une espèce de dichotomie. Et je pense avoir perdu pas mal de ma spontanéité à ce moment-là. Mais bon, toujours est-il que j'ai réussi à faire ces études et que je m'en suis tirée pas mal, parce que le premier trimestre, je le raconte dans mon livre, avait été raté, parce que justement, petit cheval fougueux, j'avais pas envie de me plier à cette discipline. J'étais très rebelle. Et à Noël, mon père reçoit le bulletin trimestriel. Il devient blanc en voyant le résultat. J'étais, je ne sais plus, peut-être 20e sur 25. Et c'est une phrase qui m'a poursuivie toute ma vie. Il me dit, ma petite fille, crois-tu qu'on se saigne aux 4 veines pour avoir ce type de résultat? Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. À partir de ce moment précis, j'ai mis les bouchées doubles et j'ai toujours été en tête de classe. Voilà. Et
il y a aussi, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette forme d'émancipation qui a été le MRJC qui est dû à la rencontre avec celui qui va devenir votre mari. Et rencontre qui quand même, parlons un peu du rôle de l'Église, qui se déroule, la révélation est dans l'Église, vous l'écrivez. Et oui, en fait, ce qui fait un peu l'originalité de ce livre, c'est que, effectivement, je fends l'armure et que je conjugue à chaque fois l'aspect privé et l'aspect public de notre parcours. Et je n'hésite pas à faire des petites révélations comme ça, un petit peu plus intimistes, ce qui est un peu inattendu de ma part, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, je m'étais vraiment beaucoup protégée. Sur la réserve. Oui, beaucoup protégée par rapport à l'exposition médiatique. Et donc, je pense que mon destin était inscrit précisément ce jour-là où Jean-Marc Tennant, c'est pas l'orgue, c'est le... Comment on appelait ça déjà? Enfin, un petit orgue. Ici, c'était l'orgue avec la musique de de Procolarum. Oui, bien sûr. Mais c'est pas le grand orgue avec des grands tuyaux, hein, c'était le petit truc là. L'harmonium, non? L'harmonium? Non, c'était un orgue. Oh, pardon. C'était tout petit, quoi. Mais toujours est-il que Jean-Marc était réquisitionné pour faire l'animation musicale des offices religieux. Et à la fin de la messe, il prend la liberté, effectivement, d'interpréter Whiter Shade of Pale des Procolarum. Et là, je me dis, mais la révélation, je me dis, cet homme, voilà, c'est le mien. et en fait, je vais le contacter via le MRJC, parce que je savais qu'il était au MRJC. Le MRJC est donc le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Jusqu'à présent, en fait, nous avions eu nous sommes vraiment originaires du même patelin, hein, Molévrier, petit village rural, et nos parents étaient amis. Mais nous n'avions pas les mêmes fréquentations du tout. Nous n'avions pas les mêmes fréquentations, et je l'ignorais carrément jusqu'à cette révélation. Un peu à la Claudel, comme je dis, en toute modestie dans le livre. Et donc, le MRJC, je vais découvrir à la fois l'amour et le MRJC. Et le MRJC va être pour moi vraiment, on peut considérer presque comme une planche de salut, parce que ça va me donner une ouverture extraordinaire sur la vie, puisque pendant 7 ans, j'avais été donc... pensionnaire dans au collège et au lycée. Au collège et au lycée, à la salle de Vier. Au départ, on ne sortait que tous les 3 semaines. Après, on sortait tous les 8 jours. Mais bon, c'était quand même... on avait des œillères, je trouvais. Et là, le MRJC me donne une grille d'analyse marxiste de la société dans son fonctionnement réel. Et ça m'ouvre les yeux, c'est incroyable. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur la puissance, l'émancipation du MRJC à l'époque? Parce qu'il y a quand même, et en particulier dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, il y a toute une génération de futurs politiques qui ont été formés par le MRJC ou la JAC précédemment. Oui. Ce sera vrai de pas mal de politiques. Effectivement, on est dans les années 68-69, enfin, pour moi c'est 69, et la direction du MRJC, à ce moment-là, est extrêmement tournée vers, on va dire, le gauchisme. Il y a une crise au MRJC, parce qu'il y en a qui deviennent maoïstes. Bon, après, ils vont reprendre une grille d'analyse plus marxiste, mais c'est vraiment pour tous ces jeunes ruraux qui commencent à s'émanciper grâce au MRJC, une révélation. Une révélation. C'est un petit peu dans l'esprit de ce qu'avait connu la JAC, la jeunesse agricole catholique, mais c'est beaucoup plus organisé et tous ces jeunes vont se rassembler régulièrement pour en fait vraiment analyser leur vécu sur leur territoire,
Et à l'époque, on met beaucoup l'accent d'ailleurs sur ce souci de travailler, agir au pays, hein, et de cette émancipation pour vraiment, passant par un cadre vraiment très local. Et vraiment, cette émancipation donne effectivement des responsables. Bon, Jean-Marc va devenir responsable régional de la branche étudiante, moi responsable départemental. Et puis, bon, on va continuer après pendant quelques années. Mais en 1971, on se marie. Et là, on adhère au congrès, au Parti socialiste, au moment du congrès d'Épinay. Et en fait, c'est une ligne droite, finalement. Le MRJC nous avait préparé à cette adhésion au Parti socialiste. Là, ça correspond aussi, bien évidemment, à notre parcours universitaire. Nous entrons en fac et nous rencontrons aussi des tas de gens qui pensent différemment de nous. Et ça, c'est aussi une ouverture. Ça participe aussi à cette ouverture. Et notamment, on a des amis qui font partie du courant de la libre pensée, etc. Et donc, petit à petit, on va élargir nos horizons. Oui, vous évoquiez justement 1971, et c'était une des questions que j'avais posées, une année vraiment très importante dans votre vie. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'on le ressent en lisant votre livre. Voilà, j'avais envie vraiment que vous partagiez avec nous voilà, qu'est-ce que vous retenez de toute cette année, parce que vous avez cité Épinay, votre mariage, etc. Oui. Il y a plus que ça même. En fait, cette année 71 est importante, effectivement, parce que elle montre bien comment, pendant toutes les 50 années qui vont suivre, on a conjugué vie privée et vie politique ensemble, puisque on adhère au Parti socialiste en 1971, ça fait donc 50 ans, et on se marie en 1971. Et à ce moment-là, nous sommes élèves-professeurs tous les deux, c'est-à-dire que nous avons passé le concours des IPES, l'Institut de préparation à l'enseignement secondaire, qui nous permet d'être autonomes financièrement. Mes parents m'avaient dit, moi, ma petite fille, si tu veux continuer après le bac, très bien, mais tu devras assurer ton autonomie financière. On ne peut pas suivre. Donc, je deviens à ce moment-là pionne, d'abord d'internat, hein, et je passe les bourses. Je fais 2 ans à la Cato, avant le mariage, 1969-1971. Et au mariage, après, je viens continuer mes études universitaires à Nantes. C'est un moment important parce que je pense que cette année-là, nous décidons de ce qui sera notre avenir à tous les deux. Nous venons fêter nos noces d'or. C'est effectivement 50 ans de vie amoureuse et 50 ans de vie politique à travers le Parti socialiste. Oui, et d'ailleurs, vous écrivez « En épousant Jean-Marc, j'ai épousé la politique ». Oui. Et cette phrase m'a intrigué, parce que finalement, tout au long de votre livre, nous ressentons la force de votre engagement, au-delà du mariage. Enfin, vous êtes une personne engagée. Et du coup, je me dis, quelle politique vous parlez en disant cela? Est-ce que c'est la politique avec un petit P ou avec un grand P? Ben, je ne le savais pas au départ. Hein. Je ne le savais pas au départ. Nous n'avions pas de volonté carriériste. Hein. Nous étions vraiment militants. Nous avions tout à construire. À l'époque, donc, nous habitons le HLM du Sillon de Bretagne, sur la commune de Saint-Herblain, parce que, comme nous étions donc élèves-professeurs, le rectorat avait quelques logements de réservés pour ces élèves-professeurs, soit à Rezé, soit à Saint-Herblain. Et nous, on nous affecte à Saint-Herblain. Et c'est marrant, la destinée quand même, c'est parce qu'on est allé ici à Saint-Herblain que tout s'est enclenché, parce qu'en fait, à Saint-Herblain, le Parti socialiste était vraiment, c'était l'ancienne SFIO, c'était quelques vieux barbons, vraiment, ils étaient quoi, à compter sur les doigts d'une main. Et nous arrivons, nous tout jeunes, là, en disant, ben voilà, on vient d'adhérer et on veut créer un Parti socialiste qui soit dynamique, fort, puissant, etc. Et il se trouve que le secrétaire de section
qui était un ami, a des ennuis de santé et doit être opéré à cœur ouvert à Lyon. Et donc, la place est à prendre de ce secrétariat de section. Jean-Marc la prend. Et après, il va, en tant que secrétaire de section de cette petite section naissante du Parti socialiste de Saint-Herblain, il va devenir évidemment le candidat naturel pour les cantonales. Vous l'avez dit, plus jeune conseiller, conseiller général de France, à 26 ans. Et après, ayant été élu conseiller général, il va évidemment être celui qui va se présenter pour les municipales en 77. Donc, alors, ma position, j'épouse Jean-Marc, j'épouse la politique, oui, parce que je ne concevais pas de rester en dehors de cela. Je savais que, compte tenu de son ADN politique, ça allait conditionner notre vie, de couple aussi. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que moi aussi, mais ça correspondait évidemment à mes valeurs et à ma recherche, mais j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je l'accompagne dans cet engagement si je voulais rester à ses côtés. Mais après, on pourra en reparler. En tant que féministe, c'était pas toujours facile de conjuguer ça. Je ne sais pas si j'ai répondu oui. Et quand arrive l'élection de votre mari au conseil général, qui était encore général à l'époque, oui, et non départemental, puis 77, la mairie de Saint-Herblain, vous vous dites quelle place vous allez prendre, comment ça se joue, parce que vous êtes enseignante, hein, vous réussissez, c'est le CAPES. Oui. Et comment ça se passe après, comment on gère la carrière d'enseignante, les aspirations politiques, le début de carrière politique du mari, et puis les enfants? Oui, c'est l'arrivée des enfants qui complique la tâche, parce que, bon, Isabelle est née en 1974, Élise est née en 1977, donc vraiment au début des mandats de Jean-Marc. Et du coup, moi, je me retrouve en responsabilité directe des enfants quand même. Même si, je le dis dans le livre, Jean-Marc est féministe, il est d'accord pour partager les tâches qui incombent aux parents, en fait, qui s'y colle, c'est moi. Parce qu'il est déjà trop pris par ses responsabilités. Et toute ma vie, j'aurai cette volonté de dénoncer non seulement le plafond de verre, hein, qui, on pourra y revenir, mais qui limite beaucoup les ambitions quand on est issu d'un milieu social plus défavorisé, mais aussi ce que les Américains, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, appellent le plafond de mer, c'est-à-dire la charge mentale qui incombe le plus souvent, hélas, à la femme, du fait des stéréotypes, hein, qui sont tellement ancrés dans notre inconscient, du fait de cette répartition inégale qui fait que s'il y a le médecin à aller voir, s'il y a le professeur à rencontrer, s'il y a le frigo à remplir, eh bien, tous ces impératifs en général, à l'époque, hein, ça a un peu évolué heureusement, incombaient à la femme. Donc, 2 enfants en bas âge, enseignante au collège Ernest Renan à Saint-Herblain. J'ai la chance quand même d'enseigner juste à côté de mon domicile, puisque après le sillon de Bretagne, quand la deuxième est née, l'appartement étant trop petit, on a acquis une maison au village Expo à Saint-Herblain et qui se trouvait à côté de mon collège. Donc ça facilitait quand même déjà, je ne perdais pas de temps dans les déplacements. Mais c'était un peu compliqué et je prenais la liberté d'emmener les enfants aux réunions, dans les couffins. À l'époque, on avait des couffins en paille, là, je ne sais pas si certains se rappellent. Et donc, voilà, on s'est adapté comme ça, hein. Après, il y a eu des solutions de garde, il y a eu la crèche, mais c'est vrai qu'il faut, comme on dit, mettre 3 journées dans une, et ce n'est pas toujours très simple. Oui, d'ailleurs, vous l'écrivez très bien, hein, puisque vous dites...
en vous engageant dans une vie d'élu, vous vouliez briser les stéréotypes et redonner aux femmes la place qu'elles méritent dans la société. Oui. Donc je pense que ça montre votre engagement effectivement féministe. Peut-être, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur votre engagement, quel regard vous portez sur le féminisme actuel? Juste une petite digression. Notamment l'écoféminisme dont on parle beaucoup. Oui, je suis un petit peu mal à l'aise quand j'entends des thèmes qui excluent systématiquement les hommes. Et je trouve que mon féminisme à moi, c'est un féminisme que je veux universel et qui respecte aussi bien l'homme que la femme et qui veut faire avancer les deux dans la même direction. Je pense qu'on a tout à y gagner à convaincre que c'est une démarche commune et non pas à s'enfermer dans un absolutisme qui fait que on perd en clivant, on perd une dynamique qui est pourtant nécessaire, parce que je disais qu'effectivement cette charge mentale, concernant les femmes était différente dans les années 1980 qu'aujourd'hui, mais à regarder les jeunes couples faire, je pense qu'on a encore quand même beaucoup à travailler dans ce sens de l'affirmation des femmes et de leur émancipation, et qu'on est loin d'avoir l'égalité professionnelle. On voit qu'au niveau salarial, il y a encore une différence de 15% à peu près au niveau des salaires. Et puis, quand on voit aussi comment, au niveau du management des entreprises, on est loin du compte dans les responsabilités fondamentales que sont pour le CAC 40, par exemple, où il manque des femmes, il en manque beaucoup. Donc il y a encore évidemment énormément de travail de conquête à faire à ce niveau-là. On en a fait pas mal. On a libéré un peu le corps des femmes, puisque avec l'IVG, ça a été une conquête, et la contraception, ça a été une conquête extraordinaire. Moi, j'étais dans les manifs du MLF en 69 en train de dire un enfant si je veux, quand je veux, parce qu'à l'époque, c'était encore pas ça, quoi. Hein, mais on se rend compte que de toute façon, même la contraception et pour les jeunes mineurs, par exemple, il y a encore énormément de problèmes. Donc, rien n'est acquis, et c'est ce que je dis toujours à mes filles et maintenant à mes petites filles. Soyez vigilantes. Ces conquêtes ne sont pas acquises, et on le voit dans d'autres pays pour toujours. Il faut vraiment rester toujours alerte sur ces questions-là. Merci. Bon, désolé pour la parité non respectée avec Franck. Mais... Oui, je vois. Alors, d'un engagement à un autre, il y a un autre engagement très fort qu'on ressent dans votre livre, c'est la culture, que vous décrivez d'ailleurs comme venant compenser une frustration de jeunesse. Et vous insistez beaucoup sur moi, ce que je décris comme la culture populaire. Et il semble qu'en la matière, vous ayez eu une certaine influence, sinon une grande influence sur certains événements nantais, en tout cas c'est ce qu'on lit, et qu'on vous doit certains événements. Voilà, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur ce point, parce que c'est, je pense, un moment, quelque chose de très important pour vous. Oui, attention, hein, je ne prétends surtout pas avoir eu une telle influence sur quelque événement qu'il soit. Juste, vous faites allusion, je le raconte dans le livre, à l'expérience de Cargo 92. À l'époque, Philippe Boulère était venu me voir. Donc en 81, je suis élue conseillère générale et je tiens des permanences à la mairie de Saint-Herblain ou la mairie d'Indre. Et Philippe Boulère vient me voir avec une espèce de carte qui est pleine de gelée et dans laquelle il y a un bateau, un paquebot, un petit bateau qui se promène. Et il me dit, voilà, il faut ça sur Nantes. Je ne comprends pas. Je lui dis, bon, il va falloir m'expliquer. Puis il me dit, j'ai essayé de contacter les services municipaux, personne ne répond à ma sollicitation. Et pourtant, on a une idée géniale. On veut faire, donc, armer un paquebot qui s'appellera le Melquiades pour aller
pas fêter les 500 ans de colonisation, mais la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et faire un tour d'Amérique latine avec ce paquebot. Et je lui dis, mais c'est génial, effectivement. Il me dit, il y aurait Philippe Gentil, il y aura Philippe Découfflé, il y aura Royal de Luxe, bien évidemment. Et un quatrième. La Mano Negra. La Mano Negra, voilà, parfait, merci. Et je lui dis, mais c'est une idée absolument géniale. Jean-Marc rentre le soir à la maison, je lui dis, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît que voilà, on ne prête pas une oreille attentive à ce projet, alors que vraiment, ça me semble absolument un projet faramineux. On ne peut pas passer à côté. Et Jean-Marc me dit, ah ouais, je ne suis pas au courant, c'était pas remonté jusqu'à lui. Évidemment, tout de suite après, il a lui-même été convaincu, il a reçu les responsables et il s'est embarqué dans cette magnifique expérience de Cargo 92. Mais c'est tout, hein, je ne faut pas dire que j'étais là l'arme secrète de la culture à Nantes, non, pas du tout. Par contre, effectivement, je vous l'ai dit en préambule, du fait de mes origines modestes, je n'ai pas eu accès à la culture quand j'étais jeune, enfin, jusqu'à même à la Salle de Vier, hein, il n'y avait vraiment rien au niveau de l'ouverture culturelle. Il y avait un peu de concerts au JMF, mais c'était tout, Jeunesse musicale de France. Et j'ai vraiment nourri une grosse frustration de ne pas avoir été dans les musées, de ne pas avoir eu tout ce que je réaliserai après quand j'arrive en faculté. C'est qu'à ce moment-là qu'on se compare avec d'autres, que je réalise le fossé qui me sépare des enfants de la bourgeoisie, des jeunes, pardon, de la bourgeoisie, qui, eux, ont eu tout ça, en fait, depuis le berceau, ou presque, quoi. Et du coup, pendant toute ma carrière en tant qu'enseignante, pendant tout mon mandat d'élu, j'ai été donc élue 19 ans conseillère générale, on dit aujourd'hui conseillère départementale, je n'ai eu de cesse de travailler à cet accès à la culture populaire ou classique, enfin, je ne sais pas ce qu'on entend vraiment par populaire, mais cet accès de tous à une culture de qualité. Ça a été vraiment, ça a fait partie de mon ADN et de mes combats, et ça le reste encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est une inégalité fondamentale. Il y a Bourdieu qui a écrit un livre extrêmement intéressant en la matière, qui s'appelle « Les héritiers », et qui montre bien comment, en fait, même l'éducation nationale perpétue ces inégalités, parce qu'elle ne se rend pas compte que, en fait, les classes populaires ont moins de mots, par exemple, à leur disposition, et puis, bien évidemment, n'ont pas ces sorties culturelles, qui fait que les enfants d'un milieu social plus aisé, eux, sont directement à l'aise avec les impératifs qu'on leur demande. Et du coup, voilà, j'aurai, pendant que je suis enseignante, par exemple, au collège Ernest Renan, j'y reste toute ma carrière. C'est un collège qui est donc à Bellevue-Saint-Herblain, parce que c'est un choix politique pour moi. Parce que précisément, j'ai compris que c'était à travers l'éducation nationale que normalement, on pouvait rétablir cette égalité des chances. Même s'il y a des failles et que l'éducation ne la fait pas suffisamment. Mais au moins, je voulais y apporter ma pierre. Et quand Jean-Marc devient maire de Nantes en 89, effectivement, j'aurais pu demander ma mutation au lycée Guisteau, où j'aurais pu enseigner la littérature classique, les belles lettres, etc. Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Mais j'aurais eu l'impression de trahir un petit peu cet idéal qui était le mien, de faire en sorte que ces jeunes de milieux populaires puissent accéder vraiment aux mêmes chances pour tous. Le collège Renan, qui est situé en zone d'éducation prioritaire. Oui. Et d'ailleurs, Guénaël Surel, qui est proviseur de ici, ouais. A été mon principal. D'accord. Il s'est excusé pour ce soir, parce qu'il était en déplacement à Paris. Mais vraiment, oui,
J'ai vraiment eu l'impression que grâce au travail d'équipe, on pouvait faire avancer cette idée d'accessibilité à la culture et surtout d'émancipation générale. On a beaucoup travaillé grâce à des projets d'action éducative, par exemple, qui faisaient que on sortait nos élèves du collège et on leur donnait accès à la ville, notamment. C'est incroyable comment... des frontières. Oui, ces jeunes se mettent des barrières dans la tête. Et ils ne connaissaient de Nantes que la place du commerce, en fait. Et sortis de la place du commerce, ils étaient en désarroi, ils étaient en insécurité. C'est incroyable, quoi. Et donc, voilà, je les ai emmenés dans les lieux de décision de la République, je les ai emmenés à l'Opéra, ça a été une aventure extraordinaire, je les ai emmenés au Musée des Beaux-Arts, et alors il fallait trouver des stratégies, par exemple, pour pouvoir faire venir leurs familles aussi, et les impliquer dans cette culture. Par exemple, j'avais travaillé le slam avec des professionnels, au niveau des textes, moi, et j'avais fait écrire des slams à mes élèves, et en partant de ceux de Grand Corps Malade, d'Abdel Malik ou autres, et j'ai eu l'idée de venir les faire, enfin, parce que aussi je pouvais peut-être ouvrir des portes, il faut dire que j'avais un petit peu de privilège, mais quand même, j'en ai profité un petit peu. J'ai réussi à les faire venir, à organiser une soirée au Musée des Beaux-Arts, où les élèves ont donné leur slam et où on a fait venir les familles. C'est des familles qui n'auraient jamais franchi la porte du Musée des Beaux-Arts, considérant que ce n'était pas un lieu pour elles. De même pour la folle journée, les emmener à un concert classique, bon, c'était pour eux impensable. Et ils disaient, oh madame, c'est pas pour nous ça, on va se faire suer. Et en fait, je sentais on travaillait un petit peu aussi en amont, évidemment, mais je sentais combien ils pouvaient être émus. Et cette puissance de l'émotion, on leur ouvrait tout d'un coup des portes. Et on leur ouvrait des possibilités de rêver, à travers la littérature aussi, bien sûr. Mais c'était très important. Pourquoi le choix du slam, d'ailleurs? Oui, c'est vrai que c'était peut-être une facilité, parce que c'était, ça faisait partie de leur référence à eux. Hein. Mais en même temps, à travers ça, on a pu aussi accéder, par exemple, je sais pas, à la lecture du Cid, parce qu'on a fait le lien. On faisait le lien entre ce qui, pour eux, parlait directement, que ce soit le rap, le slam, etc. J'ai même dû rapper, moi aussi. et d'autres univers beaucoup plus classiques. À chaque fois, j'avais quand même cette volonté de faire le lien entre les deux. Je propose peut-être de faire un saut dans le livre, parce que forcément, on va parler... Oui, je suis désolée. Non, pas du tout, au contraire, mais c'est pour qu'on puisse parcourir, parce que le livre est assez long, donc il y a beaucoup de choses à raconter, donc qu'on puisse parcourir tout le livre. Et c'est vrai qu'on va un peu sauter dans le temps, on va arriver du côté de Matignon. Et, c'est un grand saut. Mais je pense que voilà, pas mal de personnes ont aussi envie qu'on en parle. Il y a un jour particulier, un autre, il y a une année particulière 71, et puis il y a un jour particulier dans le livre que j'ai pointé, c'est le 10 mai 2012. Et pourquoi j'ai trouvé particulier? Parce que c'est le moment dans le livre où vous demandez à M. Hérault de prendre la plume et de le décrire. Et c'est assez... Oui. C'est lui qui écrit en fait ce qui se passe ce jour-là. Et ça m'intrigue pourquoi ce choix de lui avoir demandé de prendre la plume à ce moment-là. Parce que j'ai trouvé que c'était un événement tellement extraordinaire que je donne ma propre version moi aussi. Hein, mais j'avais envie que lui-même aussi dise comment il avait ressenti cette arrivée à Matignon et ce que ça représentait pour lui. Et bon, on pourra rajouter tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était quelque part l'aboutissement d'un chemin, puisque je parle d'un chemin fait d'épines et de roses, comme vous dites dans votre présentation. J'ai bien aimé l'expression.
Jusqu'à présent, c'est un chemin plutôt de rose, parce que très franchement, les mandats électifs que nous avions eus, aussi bien moi en tant que conseillère générale que Jean-Marc en tant que maire, étaient bien perçus par les citoyens nantais, herblinois ou départementaux, et les gens nous renvoyaient en fait une espèce de satisfaction, de l'estime. C'était bon, Jean-Marc a été réélu voilà, au premier tour à chaque fois, moi-même après en tant que conseillère générale, pardon. Et donc on était sur un fil qu'on déroulait facilement. Et puis arrivé à Matignon, je le dis, c'est un peu pour moi plonger d'abord dans un monde inconnu. J'ai très peur. J'ai très peur. Oui et non, parce que je me suis préparée. Alors là, on parlait tout à l'heure de l'intime. Je me suis préparée à cette éventualité déjà en 2007. En 2007, si vous vous rappelez, Ségolène Royal était donnée gagnante. Et on disait que Jean-Marc, qui avait été président du groupe des élus socialistes à l'Assemblée nationale pendant 15 ans, connaissait parfaitement les députés et que de ce fait-là, il était le mieux à même de pouvoir assurer le relais avec l'Assemblée nationale et que fort probablement Ségolène le prendrait comme Premier ministre. Et moi, quand je lis ça, vraiment, ça m'avait absolument pas... je ne me sentais pas du tout concernée par cette perspective avant. Je lis ça et là... j'ai l'impression que la terre s'effondre sous mes pieds et que je ne pourrais pas être femme de Premier ministre. Et c'est compliqué. Alors, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur la notion de transclasse. Et ça, c'est la question de ma légitimité que je me suis posée du fait de mes origines modestes toute ma vie. Et donc, là, passer à cette dimension-là, pour moi, me semble impensable. Et je me dis, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons construit notre vie en conjuguant vie politique et vie conjugale. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je sais que Jean-Marc peut prétendre à être Premier ministre. J'ai confiance dans sa capacité à lui assumer ce poste-là. Mais moi, je ne me sens pas capable de l'accompagner là-dedans. Donc, je me dis, je l'aime. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne le taureau par les cornes, ou sinon, voilà, on va être obligé de se séparer. C'est pas possible. Vraiment, ça remettait en cause tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Et donc, je décide, évidemment, puisque j'aime mon mari, de faire une psychanalyse pendant 2 ans. Pourquoi 2 ans? Ça aurait pu durer plus longtemps, hein, je pense. Mais pourquoi 2 ans? Parce que ça, c'était en 2005 que les premiers articles donc, présentant Jean-Marc comme potentiel Premier ministre étaient parus. Et c'est en 2005 que je commence ma psychanalyse. Et en 2007, Ségolène Royal s'effondre, n'est pas présidente de la République. Jean-Marc n'est pas Premier ministre. J'appelle mon psychanalyste, je lui dis, voilà, je vous avais dit que je vous voyais parce que je voulais apprendre à avoir confiance en moi pour pouvoir être femme de Premier ministre. C'est plus la peine, donc on arrête les frais. Et en fait, pourquoi je raconte ça? C'est parce que tout ce travail que j'ai pu faire à ce moment-là a permis qu'en 2012, je puisse accepter cette idée-là de façon sereine. C'est après que j'ai compris quelle était la difficulté de la tâche. Mais quand j'arrive sur le parvis de Matignon, on me voit d'ailleurs toute souriante hein, au moment de la passation de pouvoir. Je suis à l'aise, il n'y a pas de souci, je suis contente pour lui, je suis contente pour moi, tout va bien. Après, ça va se corser et ça va être difficile. Alors, c'est peut-être un mot sur la rudesse parisienne, justement. Vous la racontez, vous châtiez quelques hommes politiques du Parti socialiste, quelques ministres. Quel est votre regard et est-ce qu'il y a une particularité peut-être dans le regard que vous portez? Ma particularité à moi, c'est d'être
la petite souris qui en coulisses regarde tout et qui est quand même dans une position très inconfortable parce que je sais comment ça se passe, je sais ce que Jean-Marc endure, mais moi, j'ai aucun moyen d'intervenir par rapport à ça, si ce n'est de l'accompagner psychologiquement. Et donc, c'est quand même très difficile d'être témoin sans pouvoir être participante. Parce que c'est mon regard de femme politique. Moi, j'aimerais que les choses évoluent un peu plus vite, qu'on aille davantage dans la justice sociale, telle qu'on avait prévu telle qu'on avait prévu de la mettre en œuvre, et donc pas mal de frustration, mais je n'ai rien en main pour changer les choses. Donc c'est un petit peu compliqué. Je ne sais plus. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, il y avait d'autres choses. Oh, il y a beaucoup. Taper un peu. Ah oui, sur les... Oui, voilà. Alors, mais ça, c'est, je ne sais pas si on en vient tout de suite là, mais parce que là, on engage le débat politique. Effectivement, j'assume la subjectivité de mon propos dans ce livre. C'est une analyse de femmes de gauche qui a cru dans les promesses faites au Bourget, notamment, et qui est donc un peu déçue de la tournure des choses. Et cette déception, en fait, je la fais porter sur certains hommes, certains ministres, qui ont une position extrêmement déstabilisante pour Jean-Marc en tant que Premier ministre. Et le président, j'accuse même aussi le président de la République quelque part. Je reconnais qu'il fait des choses très bien, notamment par rapport au Mali, voilà. Mais je critique son management parce que François Hollande continue à faire une différence entre ses ministres, c'est-à-dire à surcoter, entre guillemets, ceux qui ont concouru à la primaire, comme Montebourg. Montebourg, qui a été évacué quand même au premier tour de la primaire avec 18%, il va le mettre quand même, il continue à le mettre un peu sur un piédestal, je trouve. Moi, ça me gêne énormément parce que, en fait, en fonctionnant comme ça, notamment, il continue à envoyer SMS sur SMS à ses ministres. Il n'observait pas la règle du jeu qu'il devrait observer. C'est-à-dire qu'après, les ministres vont venir, Jean-Marc serait plus à même que moi pour le raconter, mais les ministres vont venir demander des comptes à Jean-Marc en disant « mais le président, il m'a dit ça ». Alors qu'en fait, le président, c'est son tort, je pense. Vous voyez, je suis un petit peu dure, mais il ne tranche pas. Vous sortez de son bureau en pensant que vous avez son accord pour prendre telle ou telle position, alors qu'en fait, il n'a pas vraiment tranché et qu'il va revenir dessus. Et donc, ça donne une règle du jeu qui perturbe tout le monde. Et ça alimente les couacs. Alors, question rapide, une curiosité personnelle, à vrai dire. Vous parlez beaucoup de ministres. Mais j'ai vu que vous aviez croisé à Matignon un jeune secrétaire général adjoint. Et je me demandais, quand vous l'avez croisé, si vous aviez, à ce moment-là, identifié, vous ressentiez, voilà, est-ce qu'il évoquait déjà ce qu'il allait devenir? Moi, je ne peux pas vous répondre parce que j'ai fait allusion, effectivement, mais je ne l'ai pas croisé, moi. Hein. Et donc, évidemment, on parle d'Emmanuel Macron. Je dis ce que j'en sais parce que j'ai entendu comme petite souris. Mais effectivement, il n'a pas toujours un jeu très clair, notamment sur Florange, par exemple. Il laisse Montebourg faire des promesses inconsidérées de nationalisation, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas de débouché et qu'il faut effectivement faire ce qui a été décidé. Mais c'est compliqué, quoi. Mais là, moi, je suis qu'une observatrice, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Ça m'intrigue. Et fin 2013, il y a un moment important, c'est l'idée de la grande réforme de la fiscalité.
Et vous avouez dans le livre que vous pensez que votre mari aurait dû démissionner sur une belle idée. D'ailleurs, vous dites démissionner sur une belle idée. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir réussi à le convaincre ou avoir essayé de le convaincre? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est aussi mon emportement à moi de petite passionnariat, là. Lui est beaucoup plus tempéré et donc il voit les choses avec plus de recul. Je lui dis ça effectivement un soir où je lui dis mais écoute, tant qu'à faire, au lieu d'avaler les couleuvres, il veut mieux sortir la tête haute et en ayant dit voilà, moi je veux ça. Mais je sais très bien que les rapports de force sont un art difficile et que Jean-Marc pensait qu'il aurait plus de temps, lui, pour faire cette réforme. Le président, au départ, lui avait dit qu'il serait là pour 3 ans. Évidemment, on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, on est un peu usé et qu'il faut donner d'autres perspectives, mais Jean-Marc pensait, lui, qu'il avait le temps pour imposer cette réforme fiscale. Ben, il ne l'a pas eu. Voilà. Alors, on ne va pas passer tout notre temps sur Matignon, donc on va arriver à la fin, puis on aimerait vous entendre sur des éléments un peu plus prospectifs ou de vision. Mais bon, il y a quand même, forcément, on parle du 31 mars, puisque c'est le jour où le président Hollande demande la démission de votre mari. Et on ressent, en lisant le livre, de la tristesse. Alors qu'on pourrait s'attendre à lire du soulagement. Non, oui, de la tristesse parce que c'est mal fait. Hein. C'est mal fait, c'est vite fait, mal fait, je dis. Parce que en fait, il n'y a aucune considération humaine. Hein. Jean-Marc est le président, son compagnon de route depuis très 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 longtemps. François Hollande, je trouve, le congédie de façon brutale, sans prendre le temps de lui expliquer, etc. Il le laisse lanterner jusqu'avant la nomination de Manuel Valls, sans lui dire qu'il va le virer, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas bien fait. Il y a un point aussi que vous racontez de ces années parisiennes sur lequel je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Je parlais tout à l'heure de la rudesse du milieu parisien et en particulier tous les cancans dans les couloirs des rédactions, etc., les rencontres avec les journalistes. Enfin, vous semblez regarder ça, enfin, c'est très déstabilisant. Oui, parce que effectivement, il y a Raphaël Baquet qui a écrit un très bon livre qui s'appelle L'enfer de Matignon. Et pour moi, cet enfer, il est en partie alimenté par les médias. Parce qu'on est vraiment en permanence dans la lessiveuse et c'est renforcé par ce qu'on peut appeler la BFMisation de la vie politique, c'est-à-dire les chaînes 24 heures sur 24 qui veulent un scoop toutes les 5 minutes et qui font que, en fait, ce temps court de l'information n'est pas le temps long de la politique. Et du coup, on n'a pas le temps de faire de la pédagogie, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi on va devoir, par exemple, passer par une augmentation des impôts. On n'a pas le temps, enfin, peut-être que François Hollande, là encore, c'était reproche, aurait pu prendre ce temps d'explication pour remettre la France en mouvement. Il fallait effectivement lui donner une vraie perspective, expliquer pourquoi, effectivement, sortant de la crise financière de 2007-2008, eh bien, il fallait redresser les finances publiques. Il fallait donc remettre tout ça en perspective pour que les gens adhèrent à ces efforts demandés. Il ne l'a pas fait. Il a refusé de le faire. Jean-Marc lui avait demandé de le faire. Il a refusé parce que, dit-il, le mandat de Sarkozy avait été trop anxiogène et il ne voulait pas rajouter de l'anxiété. Ah ben oui, sauf que si les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande des efforts, ils sont plongés dans l'anxiété, évidemment. Ouais. Et voilà, et dans la colère après.
Je voudrais revenir juste sur un point qui est un peu... Pardon. Il y a aussi, moi je trouve, une collusion du petit monde médiatico-politique. C'est-à-dire que, et ça, nous n'en étions pas. Nous refusions d'aller dans les dîners en ville, par exemple, où se font et se défont les carrières et les réputations. Voilà, aujourd'hui, on est là-dedans. Il y a un mépris total pour la province. Pour les gens, les élus qui n'ont pas fait l'ENA, par exemple, on n'était pas dans les bonnes cases et on l'a senti. Ce matin, je lisais dans l'Obs que le président des Hauts-de-France disait qu'on se moquait de lui, de ses origines modestes, notamment à travers ses chaussures Méphisto qu'il portait. Ça, c'est tout à fait parisien. Je n'ai pas d'estime particulière pour lui, mais je compatis à cette idée, à ça, parce que c'est insupportable quand même. Cette espèce de mépris de classe, voilà, pour ceux qui ont un parcours différent. Juste revenons aussi sur un peu un fil rouge de votre carrière. Vous avez été enseignante, professeur, et vous avez créé, vous avez été défenseur des droits des enfants, et vous avez créé la Maison des adolescents ici à Nantes qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, et puis surtout qui a un réseau national, et tout est parti de Nantes. Dites-nous un mot de l'attachement que vous avez pour cette cause, et puis de ce que ça représente pour vous, cette Maison des adolescents qui est dirigée par Patrick Cotin. Oui, c'est vrai. Merci de me poser cette question, parce que s'il y a une chose dont je suis fière dans tout ce que j'ai fait, c'est bien cette préfiguration de la Maison des adolescents. En fait, j'ai donc été défenseur des enfants après avoir arrêté mon mandat de conseillère départementale pendant 2 ans aux côtés de Claire Brissès. C'est une association complètement indépendante qui devait prendre fait et cause pour la défense des droits de l'enfant à tous les niveaux, mais bien évidemment au niveau sanitaire, social, éducatif. Et on devait, au bout d'1 an, faire un rapport au président de la République pour faire des préconisations. Et dans un de ces rapports, on avait demandé à ce qu'il y ait des créations de maisons des adolescents dans tous les départements. Et il y en avait, à l'époque, il y en avait juste une, quand j'ai fait ce travail de préfiguration de la Maison des adolescents, il n'y en avait qu'une au Havre, non, il y en avait 2. Il y avait la Maison de Solène, à Paris, qui travaillait pour... oui. Et Bernadette Chirac était aussi derrière à les soutenir. Et en fait, c'était pour tous les problèmes de comportement addictif et l'anorexie, etc. Et celle du Havre était aussi adossée à un hôpital. Et moi, j'ai fait un projet totalement différent. Et donc, en fait, c'est un petit peu compliqué ce que je dis, mais on présente ce rapport au président de la République. Et ensuite, en 2004, le département passe à gauche et c'est Patrick Maréchal qui prend les rênes. Et Patrick Maréchal, qui avait suivi mon combat en tant que défenseur des enfants, me dit « Brigitte, je sais combien la cause des adolescents t'importe. Cette maison des adolescents dont tu nous as parlé, parce que j'avais déjà commencé à semer des petits cailloux partout, eh bien, je te propose de la préfigurer. Et je te donne cette mission pendant 1 an. » Et ça a été 1 an de travail extrêmement intense, chronophage bien sûr, bénévole quasiment, et où j'ai dû à la fois trouver la formule juridique, le projet bien évidemment, et le lieu, la Maison des adolescents. Et en fait, pourquoi cette Maison des adolescents? Parce que toute ma carrière, j'ai travaillé avec ces adolescents, donc je les connaissais particulièrement, surtout que je demandais vraiment à être professeur en 4e et 3e, sachant que c'était là que se posaient le plus de problèmes, parce que l'adolescent, à un moment précisément, est sur un fil rouge et qu'il peut très bien tomber du bon côté et continuer son chemin sans problème, mais il peut aussi
connaître une période d'intense modification psychique et psychologique qui fait que certains vont être tellement perturbés qu'ils vont faire des tentatives de suicide, ça va aller très loin. Et donc, il faut absolument être là pour les encadrer au moment où ils se posent ces questions identitaires aussi et ces questions psychologiques sur leur devenir. Et c'est un peu, il y a Françoise Dolto qui a écrit un livre, Le complexe du homard, et que j'avais lu évidemment, et où elle dit que l'adolescent est comme ce homard qui, au moment de sa mue, perd sa carapace et peut être attaqué par tous les poissons. Et ben, c'est exactement ça l'adolescent. Il y a un moment précis où effectivement il est sujet à toutes les vulnérabilités possibles. Et là, j'ai pu construire ce projet parce que d'abord j'ai été aidée par le psychiatre Daniel Gorance et le pédopsychiatre Jean-Marc Edmond. C'est pas possible. Ah, merci, Georges Pichereau. C'est lui qui était vraiment en plus mon partenaire parce qu'il a été vraiment présent pendant tout le projet et il m'a aidé à pénétrer aussi tout le monde de la pédiatrie et tout le monde, tout le secteur hospitalier. Et donc j'ai pu construire ce projet avec tous les généralistes, avec le champ, enfin, tout le champ médico-social, le champ éducatif, le champ juridique, l'emploi aussi à travers les missions locales. Mon but étant de construire un réseau de partenaires pour faire en sorte que tous les sujets qui étaient problématiques pour les jeunes puissent trouver une oreille attentive dans tous ces champs-là. Et en fait, j'ai aussi, avec donc, le docteur Pichereau, réfléchi au fait qu'il ne fallait pas l'adosser à une structure hospitalière comme ce qui existait donc, au Havre ou à Paris, qu'il fallait que ce soit un lieu neutre, de façon à ce que l'adolescent puisse pousser la porte et se sentir à l'aise tout de suite, sans décliner son identité. C'était très important aussi. Et en fait, il posait son sac à dos de petits mots en arrivant dans cette maison des adolescents. S'il suffisait juste d'une écoute attentive, il en repartait content, peut-être avec un prochain rendez-vous, mais c'est tout. Mais si, à partir de cette première écoute, on décelait vraiment un déséquilibre foncier, des problèmes majeurs, à ce moment-là, on lui donnait, avec nos partenaires en réseau, un rendez-vous et on construisait avec lui ce chemin vers le soin. Et c'est donc Patrick Cotin qui a été nommé directeur de cette maison des adolescents. Je suis très contente parce que j'ai évidemment participé au jury et moi j'étais pour sa candidature et vraiment il ne nous a pas déçus et tellement impliqué qu'il est devenu d'ailleurs président des maisons des adolescents au niveau national. Et qu'il est toujours... Ben là, il va prendre sa retraite, on va lui faire un joli événement, là. Enfin, et vraiment, cette maison marche bien. Évidemment, elle a été construite aussi avec l'école des parents, parce que quand l'adolescent est en crise, évidemment, les parents sont chahutés et ne savent plus trop sur quel pied danser. Donc voilà. Alors, on a aussi envie de vous écouter sur un peu des éléments de vision. Vous avez parlé de la notion de transclasse qui, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous est chère. Quelle vision vous portez sur cette notion de transclasse aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible et à quelles conditions de changer de classe? Oh là, vaste problème. Il faut lire un livre que je vous recommande, qui est vraiment extrêmement bien fait. C'est celui de Chantal Jacquet, La fabrique des transclasses, où elle montre combien il est difficile quand on sort d'un milieu social d'entrer dans un autre milieu social plus élevé. Et parce que ça bouscule beaucoup d'affects dont on n'est pas forcément conscient. Et on intériorise un sentiment de trahison quelque part
par rapport au milieu que l'on quitte, et en même temps un sentiment de ne pas être à sa place dans le milieu dans lequel on parvient. Et c'est très subtil, c'est très ambigu, ça se dénote. Je parlais des chaussures tout à l'heure, là, par exemple, parce qu'on n'a pas les codes. Hein, et que, par exemple, la façon de manger aussi va être différente, la façon de parler va être différente. Il y a aussi un excellent livre, que je vous recommande là aussi, d'Édouard Louis, Eddie Bellegueule, qui montre comment lui, issu du pays minier, avec des parents extrêmement défavorisé, avec des problèmes un peu d'alcoolisme. Il va être la risée totale et de son milieu et du milieu après dans lequel il va arriver, parce que il ne correspond pas à ce qu'on attend de lui. Et parce que il va se révéler homosexuel et ça va être très très mal vu dans son milieu. Et il va aller jusqu'à faire tout un travail sur lui pour réapprendre à parler différemment. Il se fait changer les dents, il étudie sa gestuelle pour être adapté au milieu dans lequel il arrive. Enfin, il a tellement le souci d'adopter et de s'adapter, d'adopter les codes de la bourgeoisie qu'il perd carrément pied, quoi. Hein, son identité. Donc voilà, alors comment en sortir ? C'est difficile. Hein. Ça veut dire que par la démocratisation de la culture, c'en est, je pense, hein, et par l'école, mais il faut que l'école soit effectivement cette source d'émancipation qu'elle n'est pas encore suffisamment aujourd'hui. Alors, au travers de votre parcours, vous avez rencontré des personnes fascinantes. À titre personnel, j'aurais aimé les rencontrer. Il y en a une que j'ai rencontrée. Ceci dit, je cite, hein, mais la liste est longue, François Mitterrand, le Dalai Lama, John Kerry, Lucie Aubrac, le pape François, d'une façon très formelle, je crois. Voilà, laquelle, enfin, voilà, la plus marquante, qui vous a impressionné ou laissé une empreinte forte. C'est très difficile parce que toutes celles enfin plus ou moins, mais il y en a beaucoup. Lucie Aubrac était une femme extraordinaire, de motivation, de grande résistante, bien évidemment, et ayant ce sens de la France, de la nation. Enfin, pour une petite bonne femme comme ça, c'était extraordinaire. Mais je pense que peut-être je pourrais retenir Taslima Nasrin, qui était venue sur Nantes parce qu'elle a reçu le prix de l'édit de Nantes. En fait, elle a eu ce courage de vraiment combattre tout ce qui était atteinte aux droits des femmes dans son pays. Elle en a mis en danger sa propre vie. Elle a dû partir du Bangladesh et ça a été... C'était une femme qui était armée d'un courage extraordinaire. Mais on pourrait citer Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, cette petite bonne femme qui était tellement rayonnante, tellement... et puis qui travaillait donc avec les enfants de la décharge, des décharges en Égypte et l'abbé Pierre, évidemment. Enfin bon, oui, tous. Et juste une dernière question avant de passer aux questions de la salle. On va faire un peu, on va rembobiner, puis on va et si c'était vous qui étiez devenu maire de Saint-Herblain en 77, si c'était vous qui auriez fait la carrière politique. Si je peux me permettre, c'est d'ailleurs la première phrase de votre livre. Anaïs Nin qui dit quelle erreur pour une femme de penser, d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut au lieu de le créer elle-même. C'est vrai que tout est dit. Ceci étant, non, je vous rassure, j'étais pas prête en 77 à devenir maire de Saint-Herblain. Jean-Marc avait pris une longueur d'avance sur moi. Et en plus, du fait de
ce phénomène de transclasse, je l'explique dans le livre, j'ai eu pratiquement tout le temps une espèce de complexe d'infériorité. Et c'est dû à ce phénomène de transclasse, mais Jean-Marc aurait pu avoir le même, puisque lui-même est issu d'un milieu ouvrier, sauf qu'il ne l'avait pas lui, et du moins différemment, et surtout beaucoup moins profond. Mais moi, il m'a manqué, et c'est ce qu'a révélé mes 2 ans d'analyse, il m'a manqué un regard paternel qui me construise de façon positive. Mon père était un amour de papa, sûrement, mais c'était un taiseux et hyper complexé et qui se sentait mal à l'aise dans le monde qui l'entourait. Et en fait, j'ai pas eu ce regard positif qui m'aurait permis peut-être de me lancer un peu plus sans avoir ce sentiment d'illégitimité qui m'a poursuivi longtemps. Donc non, mon mari a bien mieux fait les choses que je ne les aurais faites. Mais en plus, enfin, vous le racontez dans le livre, c'est un moment, alors on est un peu dans l'archéologie politique, mais quand vous arrivez au conseil général, c'est difficile. Alors, qui est le président à l'époque? C'est Charles-Henri de Cossé-Brissac. Charles-Henri de Cossé-Brissac, mais c'est pas lui. Qui est plutôt quelqu'un de charmant. Ah, il est adorable. Oui, mais j'étais pas d'accord. Mais c'est ça. Mais il y avait des machos épouvantables. Oui, Charles-Henri de Cossé-Brissac était de cette noblesse vraie qui donne une élégance vraiment dans les rapports humains, vraiment. J'avais un désaccord politique, mais vraiment, il y avait un respect mutuel. On l'avait même reçu à la maison, parce que quand Jean-Marc a été élu en 89, je me suis dit, nous ne connaissons pas les personnalités qui font la ville de Nantes, et donc je me suis fait une obligation de recevoir à la maison ces personnalités-là, de façon à créer un lien plus direct, c'est plus important autour d'une bonne table, d'un bon vin, voilà, de pouvoir évoquer certains sujets. Et donc Charles-Henri de Cossé-Brissac était venu, tout comme le préfet, tout comme l'évêque même. Et donc vraiment, ça a été des moments où on s'est respecté les uns les autres. Là, vous faites allusion à mon premier discours. Le premier discours, voilà. En tant que conseillère générale, conseillère départementale aujourd'hui. Évidemment, ce premier discours portait sur la culture. Il était à l'époque, c'était donc en 81. Alain Chénard était maire de Nantes. Et il y avait une maison de la culture de Nantes et de Loire-Atlantique qui existait, et le département décide de créer de casser cet outil et de créer une maison de la culture, rien que pour le prestige du département. Et là, donc je prends position pour défendre le point de vue métropolitain, et je construis mon discours pendant des heures et des heures, puisque c'était mon premier discours. Tout ça pour m'entendre, à l'issue de ce discours, un vice-président, RPR à l'époque, c'était le RPR, qui m'assène, qui assène devant l'Assemblée, mais qu'on fasse taire cette langue vipérine. Et d'ailleurs, je suis sûre que c'est son mari qui a écrit son discours. Et là, alors vraiment, je suis devenue blanche, quoi, parce que d'abord, ça me remettait face à mon sentiment d'illégitimité, hein, ce complexe de l'imposteur, que Belinda Cannon aussi a écrit un livre, hein, Le complexe de l'imposteur, et qui était encore quand même important pour moi, parce qu'on était très peu de femmes à l'époque, hein, dans cette assemblée départementale. Et donc, oui, là, j'ai eu vraiment du mal, la preuve, c'est que je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais bon, c'était du machisme. Je pensais aussi à Edith Cresson un peu. Oui, elle en a subi des injures. Voilà, on va laisser la parole au public. Allez, j'avais quand même une dernière question, j'en ai encore plein, mais allez, une un peu plus politique quand même sur le Parti socialiste, sur les affaires d'Épine et de Rose. Vous citez, hein, le Parti socialiste regimbe à aller au-devant des ouvriers. Et ça, je trouve, voilà, c'est assez intéressant. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Parti socialiste et
Et cette difficulté à aller au-devant des classes populaires, peut-être qu'on peut effectivement ressentir. Mais oui, si je dis ça, c'est parce que je fais la différence entre nos premières années de militantisme et aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, nous étions vraiment présents sur le terrain. Nous faisions des distributions de tracts à la sortie des usines, au bac de Bassindre. Je me souviens qu'une des premières actions que j'ai faites en tant que conseillère générale, et Jean-Marc était maire de Saint-Herblain, on a accompagné les filles de chez Chantel à Paris pour réclamer un dialogue avec la direction qui ne voulait pas les entendre dans leurs revendications. Bon, ça, c'était vraiment... On a pris le quart avec elles, quoi. Hein, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de présence aussi importante et auprès des ouvriers. Bon, la société, évidemment, a changé. Hein, il y a eu beaucoup de mutations économiques, mais je pense que le Parti socialiste gagnerait à retrouver ce contact. C'est trop maintenant un parti d'élus et qui se sont un peu éloignés de la base. Et il faut absolument qu'on retrouve cette disponibilité et cette écoute des gens les plus humbles sur le terrain, parce que là, on assiste à un déni, enfin, par rapport un rejet des élites. Hein, et un déni démocratique. Les gens ne vont plus voter, les gens, parce qu'ils ne se sentent plus concernés. Et il faut absolument réinstaurer ce dialogue, ça c'est fondamental. Merci. Alors on va donner la parole à qui veut la prendre. Je vais relayer mon président pendant qu'il est en conversation avec Jean-Marc Ayrault. Bonsoir Brigitte, merci pour cet très intéressant témoignage. Alors, vous m'avez coupé sans le savoir l'herbe sous le pied, parce que je voulais vous faire remarquer que vous aviez décrit ce soir un monde d'hommes, et on peut comprendre pourquoi, mais jusqu'à choisir la figure du père, on a compris aussi pourquoi, pour décrire la relation que vous aviez dans votre famille. Donc la question, c'était est-ce que vous avez des figures de femmes qui ont traversé votre vie, et c'est singulier de noter que vous en avez choisi 3 pour illustrer les personnalités qui vous ont marqué dans ce parcours. Alors j'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous avez bénéficié, en particulier pendant les moments difficiles, d'une certaine forme de sororité? Par exemple à Matignon. Je vais parler de Christiane Taubira. Christiane Taubira est quelqu'un que j'estime profondément et qui a la sincérité de son engagement et qui est très à l'écoute. Et vraiment, quand elle sentait que c'était difficile, elle pouvait nous envoyer un petit SMS en nous disant « Tenez bon, voilà, on est derrière vous ». La réciproque a été vraie quand elle s'est fait attaquer, notamment au moment de la loi sur le mariage pour tous. Et elle, vraiment, c'est quelqu'un qui sait envoyer justement ces petits signes qui sont de l'ordre de l'affectif, là, presque. Mais c'est important, parce qu'en fait, il n'y a quand même pas beaucoup de sororité en politique. Il y a beaucoup d'ambition. Et dès qu'il y a du pouvoir, une ambition pour le pouvoir, il n'y a plus de solidarité. Enfin, il y en a très peu. Alors moi, j'ai une question sur le rôle de femme. Vous en parlez évidemment beaucoup depuis votre début de carrière jusqu'aux ors de la République. Et juste sur les femmes que vous avez rencontrées, notamment à Paris, des femmes d'eux, je voudrais que vous me disiez un tout petit mot. Je crois que Pénélope Fillon vous a dit qu'il y avait 3 moments importants dans l'année, donc peut-être vous pourriez le redire. Je crois qu'Anne Gravoin n'a pas été très gentille avec vous. Alors je ne sais pas si elle était vraiment... Peut-être a-t-on déformé ses propos, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas si elle était... si elle a exercé le métier que vous avez exercé de femme de Premier ministre. Quant à Madame Philippe, je crois qu'en tout cas, elle n'a pas du tout été présente dans l'accompagnement de son mari. Et puis, j'aurais une petite question sur Madame Macron. Comment vous jugez son attitude et ce qu'elle fait en tant que femme de président, en l'occurrence?
D'accord. Donc, sur les femmes qui ont été indélicates à mon égard, comme Anne Gravoin, ça a été... j'ai pas voulu jeter de l'huile sur le feu. Donc, voilà, quand Manuel Valls m'appelle, j'étais à Nantes pour une opération qu'on faisait avec EcoRêve à l'époque, qui est devenue la ressourcerie de Lille. C'était un événement Factorêve pour montrer comment on pouvait recycler intelligemment les objets en lien avec l'école d'art et l'école de design et l'école du bois. J'étais là-bas, donc, Jean-Marc était resté à Paris, et on me passe le téléphone, on me dit « Brigitte, un appel de Manuel Valls ». Je lui dis oh, « Il y a sûrement erreur d'aiguillage, il doit vouloir parler à mon mari ». Non, non, c'était pour moi. Et là, il me dit « Brigitte, écoute, je suis désolée, mais tu as lu la presse ?» Je lui dis « Non, de quoi veux-tu parler ?» Il me dit tu vas être sans doute choquée par les propos que l'on donne à ma femme, Anne Gravoin. Je lui dis, ah bon je ne la connais pas. Puis il me dit, bon, tu verras, elle s'excusera elle-même. Il ne m'en dit pas plus. Alors évidemment, une fois le téléphone fermé, je regarde et je vois donc elle dit qu'il était beaucoup plus... glamour, voilà, c'est le terme exact. Il était beaucoup plus glamour d'interviewer une jeune femme violoniste qu'un petit professeur d'allemand, je faisais l'erreur en plus, j'étais prof de français, de banlieue. Donc c'était à la fois insultant pour moi, mais insultant aussi pour tous les collègues, et profs et profs de banlieue. Et donc en fait, ça montre justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce mépris parisien pour les gens qui viennent de province, quoi. Donc, voilà, en fait, elle ne s'est jamais excusée directement, bien évidemment, mais je n'ai pas eu d'atome crochu avec elle. Mais il est vrai qu'il y avait un petit groupe de femmes, justement parisiennes, qui donnaient dans les dîners en ville, autour de Valérie Trierweiler. Et moi, je me sentais exclue, mais je n'avais pas envie non plus. Je n'avais pas envie de rejoindre ce groupe-là. Mais à aucun moment, elles n'ont fait des approches pour m'intégrer à leur groupe, quoi. Après, tu me demandes. Pénélope, à l'époque, donc, prise de fonction à Matignon pour Jean-Marc, j'accompagne. Jean-Marc a cet entretien traditionnel avec François Fillon pendant une demi-heure. Et François Fillon me dit Brigitte, vous allez aller avec Pénélope qui va vous offrir un café. Bon, très bien, je vais avec Pénélope. Et on a une discussion très bon chic, bon genre. Je lui demande, mais c'est une femme qui est charmante hein, dans la conversation comme ça. Je lui demande quelles sont les obligations donc, qui incombent en tant que femme de Premier ministre. Et elle me répond, il y en a 3, effectivement. Il faut préparer l'arbre de Noël des enfants. Il faut être présent au moment de la journée du patrimoine. Et la 3e, c'était... Comment ? Ah oui, la journée des jardins. C'était que j'ai oublié tellement c'est peu important. Et donc, je lui dis, mais vous étiez investie auprès de votre mari. Elle me dit, ah non, moi, je ne fais pas de politique. Donc, c'est pas ce qu'elle dira après. Et je m'occupe de mes enfants. Bon, elle avait ses enfants auprès d'elle. C'est sûr qu'elle avait un petit peu de boulot. Donc, voilà, à l'époque, on était loin de penser qu'il y aurait le Pénélope Gay. Moi, qui me fait un peu de la peine, parce que je pense que quand même, sérieusement, elle a été instrumentalisée par son mari et qu'elle était victime quoi, dans l'histoire, plus que... Mais bon. Donc voilà. Et ensuite, 3e, Brigitte Macron. Brigitte Macron, c'est quelqu'un que je ne connais pas, personnellement. Je l'ai rencontrée lors d'un ou 2 dîners officiels à Matignon, à l'Élysée. Mais sans prendre le temps de la discussion avec elle. Et évidemment, c'est extrêmement difficile d'être femme de président de la République. C'est encore plus difficile que d'être femme de Premier ministre. D'abord parce que vous n'avez pas de statut.
hein. Même si Emmanuel Macron a essayé de baliser un peu son rôle, ce n'est pas un statut, on élit un président de la République, on n'élit pas sa femme. Je trouve qu'elle a, jusqu'à présent, fait pratiquement un sans faute, malgré tout, parce qu'elle existe en tant que telle, en tant que femme. Ça, c'est ma position de féministe, toujours. Voilà. Et elle ne fait... elle respecte bien le travail de son mari sans empiéter dessus. C'est quelquefois un petit peu compliqué. On dit qu'évidemment, elle le conseille un peu dans le soir. Ben, c'est vrai qu'on avait des discussions, nous aussi. Hein. On est un couple politique, mais elle n'intervient pas directement dans la vie politique. Jean-Marc a donc été décoré là récemment de la Légion d'honneur, et nous avons eu le plaisir d'avoir le président à nos côtés, même si j'ai des désaccords politiques avec lui. Là, il a bien fait les choses, il a pris son temps, il a fait un très beau discours. Et après, je lui ai parlé un petit peu et il m'a dit vous excusez l'absence de Brigitte qui n'était pas là parce qu'elle est en train de donner, elle était en déplacement à Valence, je crois, parce qu'elle est en train de donner des cours dans un lycée de la deuxième chance. Et ben moi, je dis chapeau. Je dis c'est très bien. Hein. Elle a trouvé un engagement qui lui permet d'exister sans faire de l'ombre à son mari et sans occuper trop la scène médiatique, parce que Dieu sait si on a commenté la longueur de sa jupe, de ses jupes, ou son brushing, ou ses implants capillaires. Bon, c'est vraiment, c'est ça, c'est très difficile d'être une femme en politique, parce que on ne vous passe rien, parce que vous avez l'impression d'être scanné de haut en bas à chaque fois que vous avez une apparition publique. Mais donc, j'ai une certaine estime pour elle, sans bien la connaître. Donc. Alors, excuse-moi Brigitte, mais c'est plutôt à Jean-Marc que je voudrais poser une question. C'est bien, on va partager. Mais vous pouvez répondre tous les deux. Je voulais savoir comment Brigitte avait réussi à te convaincre pour la sortie de ce bouquin, puisqu'il y a quand même certaines révélations que entre guillemets commun des mortels n'était pas censé savoir, et on connaît, c'est pas un secret, on connaît le caractère un peu réservé de Jean-Marc Ayrault. Donc comment elle a réussi à te convaincre? Elle n'avait pas à me convaincre, de toute façon. C'est son livre, c'est son choix, hein, et moi je les respecte, et je l'ai respecté depuis le début. D'ailleurs, je crois que Brigitte, tu l'as peut-être dit, ou c'est peut-être écrit dans le livre, je ne me souviens plus, que tu ne m'as pas fait lire le livre au fur et à mesure. Moi, j'ai eu connaissance quand elle avait fini de l'écrire. Après, elle m'a parfois demandé quelques précisions sur des dossiers précis quand elle raconte l'affaire Montebourg-Florange. Là, elle m'a montré ce qu'elle avait rédigé. Dans l'ensemble, c'était à peu près conforme à la réalité. Il y avait quelques erreurs, quelques imprécisions que je lui ai données. C'est un exemple. Mais autrement, c'était son choix. Moi, je le respecte. Puis, j'avais aucune crainte sur effectivement le côté intimiste qu'elle raconte, comme elle l'a fait là ce soir. C'était un choix. Mais moi, je n'étais pas particulièrement inquiet. D'autant qu'il faut bien dire qu'on est dans une nouvelle phase de notre vie. Je ne parle pas sur notre vie la vie comme chacune et chacun d'entre nous, mais de notre vie publique. Même si, qu'on le veuille ou non, quand on était Premier ministre, quand on était maire de Nantes, on garde encore un caractère public, mais l'impact et l'implication et la confrontation avec l'extérieur n'est plus de même nature. On a moins, si j'ose dire, on a moins de risques, même si on nous prête toujours des pouvoirs, etc., ou d'influence, etc., qui ne sont pas la réalité pour autant. Mais je dirais qu'on est, Brigitte comme moi, un peu libéré de cette pression qu'on a eue pendant, alors qui n'a fait que monter, parce qu'en commençant comme militant il y a 50 ans, mais très vite avec des responsabilités publiques, ça n'a fait que monter en exigence. Et donc la pression extérieure, la nécessité de se protéger n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure. Donc, qui peut, caractère aidant, mais ce n'est pas seulement une affaire de caractère, c'est rester aussi dans une certaine distance, une certaine prudence, qui fait qu'on ne s'expose pas trop, qu'on n'expose pas trop sa famille non plus, parce que c'est quand même compliqué, hein, tout ça. Hein. Donc,
Globalement, on a plutôt réussi à maintenir cet équilibre. Ce n'était pas facile, ce que Brigitte raconte très bien. Mais moi, je suis très heureux et très fier qu'elle ait écrit ce livre. Et qui est d'ailleurs, je dois le dire aussi avec beaucoup de bonheur, qui a un certain succès. C'est ta réponse. Bonsoir Brigitte Hérault. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis venue ce soir. C'était question publique. J'avais lu votre livre, donc je connaissais déjà ce que vous rapportiez, votre expérience. J'ai été très touchée par votre courage. Je trouve que c'est une pierre de plus dans la construction de l'autonomie des femmes et leur implication politique. Et je suis très rarement admirative, mais ce soir, je voulais vous dire, parce que nous ne nous connaissons pas, nous nous sommes croisés du temps d'une association qui s'appelait Ni pute ni soumise à Nantes, et où vous êtes venus plusieurs fois à nos réunions. Et je tenais à vous dire que je crois que vous avez semé des petits cailloux, comme vous dites dans votre petit exposé, quand vous préparez un chantier, que vous préparez un progrès. Vous avez la mesure dans vos propos tout au long de votre livre, avec beaucoup de respect. Et je pense que c'est nouveau en politique. Et pour ma part, ça m'a beaucoup touchée. Beaucoup de sincérité. Nous sommes de la même génération. Nous avons fait nos enfants la même année. Nous avons les mêmes engagements humanistes. Je n'ai jamais été proche d'un parti politique, ni du PS, ni d'autre chose. Je suis aussi enseignante, mais je pense que le XXIe siècle, nous sommes dans une conception de la vie politique où les femmes doivent être entendues, écoutées, et vous n'avez jamais été dans votre livre, je trouve, ça ne m'a jamais incommodée. Même quand c'était un peu léger avec Karl Lagerfeld, ou quelque chose comme ça, mais vous assumiez votre personnalité, vos goûts personnels. Vous ne cherchiez pas à être dans un profil type, justement. Et pour ma part, c'est un cadeau que nous faisons à nos enfants et petits-enfants que de leur parler vrai. Et j'avais vraiment envie de venir là ce soir. J'ai eu du mal. Je suis allée à la Cité des Congrès parce que Auditorium Brigitte Engerer, je pensais que c'était à la Cité des Congrès qu'on avait donné. Je me souvenais de concerts avec Brigitte Engerer. C'était merveilleux, puis c'était très porteur. Je suis contente d'avoir découvert aussi ce lycée Nelson Mandela. Voilà, c'est à toi, comme femme, Brigitte, que je venais saluer ce soir. Oui. Merci beaucoup. Ce témoignage me touche énormément, comme beaucoup d'autres témoignages d'ailleurs que je reçois effectivement. Quand j'ai décidé ce livre, je me suis dit, voyons, quel ton vais-je adopter et quelle ligne rouge. Alors quelle ligne, oui, va courir dans le livre. C'était évidemment la ligne féministe, ce combat pour l'émancipation des femmes et de dire aux filles, allez-y, mettez le pied dans la porte, allez au bout de vos rêves, ne vous limitez pas dans vos ambitions. Ça parcourt le livre, mais de même que le phénomène du transclasse. Mais c'était aussi d'être dans cette transmission, parce qu'il faut qu'on puisse, que la relève se prenne les rênes maintenant, hein, et que ce soit nos enfants, nos petits-enfants
qui soit là derrière. En fait, l'élément déclencheur de ce livre, je ne l'ai pas redit ce soir, mais ça a été un AVC que j'ai fait donc, dans l'avion qui me menait avec Jean-Marc à la crémation du roi de Thaïlande. C'était 3/4 d'heure avant l'arrivée. Et là, j'étais 3 jours en soins intensifs et je me suis dit, mais c'est pas possible, tout ce parcours peut rester lettre morte. Mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils sauront de ces combats, pourquoi il faut effectivement reprendre cette arme d'émancipation. Et là, je me dis, ben voilà, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive sur ce parcours atypique. Donc, merci de me nourrir en feedback de ces appréciations, parce que ça confirme que voilà, j'ai fait le bon choix, parce que je démarrais tout à l'heure sur le ton à adopter. En fait, je me méfiais terriblement de ma formation universitaire. Et j'avais peur d'avoir... J'avais commencé déjà à vouloir écrire un petit roman il y a quelques années, et c'était un style très empoulé. J'ai arrêté, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, j'ai choisi ce ton sincère, un peu alerte, un peu, voilà, qui se prend pas trop au sérieux, mais qui dit des choses quand même sérieuses. Et en fait, j'ai été un petit peu aidée dans le choix de ce ton par la lecture du livre de l'autobiographie de Michelle Obama, qui, elle aussi, essaie de montrer effectivement comment, en tant que femme, dans des aspects quand même relativement intimes, elle a pu faire passer des messages, et notamment dans son combat pour une meilleure alimentation. Et elle adopte un style très, très direct, comme ça. Donc je trouvais que ça fonctionnait bien. Je me suis dit, bon, on va essayer. Et manifestement, ça fonctionne. Alors, merci. Oui, Lionel Pellerin. Nous nous sommes souvent croisés. Oui. Je suis né la même année que vous, donc nous avons connu beaucoup de personnes à Nantes auxquelles vous faites référence dans votre livre. Moi j'aurais 2 questions. D'abord une affirmation en ce qui me concerne, puisque moi je suis fils d'eux et j'étais un petit bourgeois finalement à la fac, mais du côté des gauchistes, ou du moins des anarchistes. Et ce qui m'a un peu étonné dans votre livre, c'est l'absence quasi totale de ces mouvements de la fac dans les années où vous y étiez. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que vous êtes tout de suite passé, parce que sans doute vous étiez surveillant, vous faisiez les IPES, tout de suite à une vie au sein d'un quartier, et que finalement ce qui se passait à la fac, c'est-à-dire le débat d'idées, bien que vous y fassiez référence par l'intermédiaire de Hazo et de vos amis, mais les débats d'idées de cette époque-là, les mouvements à la fac, vous n'y participiez pas. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est exactement, si vous étiez simplement observateur ou si vous étiez partie intégrante de ces mouvements. Je pense que j'étais plus dans l'observation que dans ces... Parce que j'ai adhéré au PS aussi, en fait, dès 71. Et qu'à ce moment-là, j'étais déjà, moi... on regardait les gauchistes en se disant, oh là, attention, on se fritait aussi quelquefois. Il y a eu des bagarres épiques quand même à la fac, notamment aussi au niveau des campagnes électorales, des affichages et des... Mais non, je n'étais pas impliquée comme Yannick Guin, par exemple, l'a été. Non. Mais ce n'est pas forcément un regret, parce que comme on a en plus habité le sillon de Bretagne... Vous n'avez pas de regret, c'est simplement une question. Comme on a habité le sillon de Bretagne dès 71, en fait, je me suis tout de suite impliquée dans le travail associatif plutôt, notamment auprès des femmes, donc toujours les femmes qui étaient issues de l'émigration et qui avaient besoin de trouver un lieu où elles puissent venir déposer leurs paroles de femmes et leurs problèmes. Et on a beaucoup travaillé à leur redonner confiance à travers la couture, à travers la cuisine. Et donc j'étais plus déjà, moi, dans cette implication associative
que dans ses rapports avec les intellos marxistes, léninistes. Oui, il n'y avait pas que les intellos marxistes-léninistes. Il y avait une personne comme Michel Bordeaux, par exemple, qui avait été nommée doyenne de la faculté de droit de Nantes et qui, à la même époque, démissionne pour pas être une femme alibi dans un monde pensé par et pour les hommes et fait une grande lettre ouverte dans Presse Séance. Et c'était aussi des femmes. Il y avait aussi des personnages très forts à la fac, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vous dire, je ne pouvais pas être sur tous les fronts, donc j'avais choisi le tissu associatif. Non, mais vous ne pouviez pas être au four et au moulin. Voilà. Nous vous remercions beaucoup. Oui. Voilà, d'abord, un grand merci, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait encore pu passer vraiment beaucoup de temps. En tout cas, moi, je n'ai pas épuisé mes questions. Petite frustration, mais le temps passe. Donc un grand merci, Madame Hérault, parce que c'est un magnifique ouvrage et je pense qu'on a parcouru un moment de vie avec vous. Le livre est en dédicace, donc vous pouvez l'acheter ou si vous l'avez déjà, vous le faire dédicacer. Il y a aussi des informations sur Place Publique, enfin il y a des ouvrages, la possibilité de s'abonner, et puis des informations aussi sur l'Institut Kervégan si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, voire éventuellement adhérer, ce qui est tout à fait permis. Voilà, donc un grand merci. Franck, je ne sais pas si... je vous laisse le dernier mot. À qui? À moi? Oui. Ah bon, simplement vous dire merci. Merci à vous de vous être déplacés. J'espère que vous ne repartez pas déçus. Toujours est-il qu'on a voulu un échange sincère et vrai. Donc voilà, on était dans l'authentique. Et puis merci surtout donc aux organisateurs qui m'ont donné cette possibilité donc de parler de ce livre qui m'a demandé quand même 2 ans de travail. Et voilà, je suis contente que le projet est abouti et qu'ils connaissent un peu ce succès local. Parce qu'il n'y a rien au niveau national. Il y a encore là, c'est pareil, ce mépris de Paris pour la banlieue. Un tout petit peu, oui. Oui, oui, c'est ce qui les intéresse, la polémique. Mais bon. Donc voilà. Merci à tout le monde.